Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Pour cette rentrée scolaire 2021, je suis motivée de recevoir Margot Théroux. En plus, nous avons découvert avec Margot que nous avions quelques amusants points communs, des carrefours de vie qui font écho l'une à l'autre, du business à l'intime. Margot, tu es entrepreneur, cofondatrice d'Heroes, engagée pour bâtir des stratégies durables en faveur de l'égalité femmes-hommes sur le terrain professionnel, professeur d'éthique, d'histoire de droit des femmes, et tu complètes ton parcours par un essai dans le cadre du DIU de santé sexuelle et droits humains que tu vas continuer d'étoffer dans ta formation en sexologie. Je suis bluffée et enthousiaste pour l'avenir qu'une magnifique trentenaire s'attelle enfin aussi clairement à la question de l'intime dans la vie professionnelle et vice-versa. Bonjour Margot. Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de te battre pour les femmes ? Oula. Bonjour Caroline. Alors, en fait, il y a eu 2 déclenchements. Il y a eu un premier déclenchement professionnel. Et en fait, en ayant eu une analyse assez profonde sur la question, c'est quelque chose en fait que j'ai ressenti in utero. Donc, par quoi veux-tu commencer ? C'est toi qui vois, sans toi libre. D'accord. Alors classiquement, j'ai fait... Quand j'étais jeune, je voulais devenir gynécologue. Mais à 16-17 ans, j'étais en couple avec une personne qui n'était pas spécialement la bonne personne pour moi, qui me rabaissait, etc. Et puis, les biais de genre faisant, je me suis dit, j'aurais jamais les ovaires de faire fac de médecine et en plus de ça, de la réussir. Donc, j'ai fait une école de commerce. Il s'avère qu'on a fait la même école de commerce. Et à la suite de cette école de commerce, je suis partie à Londres en 2015 pour être chasseuse de tête. La chasse de tête, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est du recrutement. Donc, en gros, mon job, c'était d'aller trouver des profils en finance, très bien payés, et de leur convaincre par A plus B que c'était pas finalement si bien que ça et qu'ils devaient aller dans les opportunités que je représentais. Donc, en fait, c'est très commercial. Et il s'avère qu'un jour, je me suis rendu compte que mon manager, alors que je lui ai ramené plus de chiffre d'affaires que la plupart des membres de mon équipe, j'étais ce qu'on appelait à Londres une top billeuse, en fait, j'étais celle la moins payée sur la partie fixe. Et donc, moi qui avais... On n'aime pas. Ah, on n'aime vraiment pas. On n'aime pas du tout découvrir ça. On n'est vraiment pas. On n'aime vraiment pas. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais ça a été une espèce de boîte de Pandore. Enfin, tu vois, j'ai fait mon école de commerce de façon assez posée. Je me suis pas vraiment posé des questions. Et en fait, là, ça a révélé, alors, parce que je suis scorpion, on s'en fout, mais ça a révélé vraiment le feu qui était en moi, quoi. Autre point commun. Mais non. Je découvre. Et en fait, ça a révélé tout ça et je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, j'ai été élevée par une maman qui, lorsque je lui demandais des voitures, m'offrait des voitures. Lorsque j'aimais un pantalon dans un magasin qui était dans le rayon garçon, m'offrait le pantalon. Enfin, je veux dire, j'ai été élevée même mes parents me disant, j'avais le droit à tout. Et là, en fait, je comprenais pas. Je veux dire, même sur le plan économique, ça n'a aucun sens. Je leur ramenais, en 3 ans, je leur ai ramené un demi-million d'euros. À quel moment ? Enfin, voilà, tu vois, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Et donc, en fait, suite à ça, du coup, je me suis rébellée, je suis une femme d'action, et en fait, j'ai monté un réseau pour femmes françaises et francophones qui s'appelait Entre elles London, parce que je me suis dit, je dois pas être la seule à vivre ça, c'est pas possible. Et puis,
quand tu ouvres cette porte-là, en fait, c'est un placard et d'un placard avec des années et des années et des centaines d'années d'histoire qui te tombent dessus, quoi. Déclencheur. Le déclencheur. Ça commence entre autres par là. Pourquoi c'est le bon moment pour donner de ta voix avec nous chez Coquelicot ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre le doigt sur un sujet. J'allais te dire, j'ai envie de mettre le doigt sur le coquelito. Bon, bref. J'ai envie de mettre le doigt sur... Pourquoi pas ? J'ai une carrière d'humoriste qui m'attend dans une troisième vie, je pense. J'ai envie de mettre le doigt sur un sujet dont on ne parle pas, qui est celui de l'impact sur le couple lorsque la femme gagne plus que l'homme. Excellent. La santé sexuelle, tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça touche ? Qu'est-ce que ça couvre ? Et qui est concerné ? Alors, vu que je suis une femme très académique, je vais te donner la définition de l'OMS. La santé sexuelle, en fait, ça a été défini par l'OMS comme étant le bien-être physique, émotionnel, mental, social et spirituel d'une personne. Donc la santé sexuelle, c'est pas que lorsqu'on a des mycoses, lorsqu'on a des dysfonctions érectiles, c'est vraiment en fait l'intégralité de l'être humain dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il vit. Et la raison pour laquelle j'ai voulu faire le diplôme de la chaire UNESCO, c'est que le côté médical, il n'y a aucun problème, on en parle, il n'y a pas de souci, quoique le clitoris a été découvert récemment par la médecine. Mais par contre, la dimension sociale, en fait, elle est où ? C'est-à-dire, oui, il y a les histoires de consentement, bien sûr, mais la vie, c'est pas que dans le lit. On passe quand même 8 heures par jour au boulot. Qu'on me fasse pas dire que quand je rentre à la maison après ma journée de boulot, après avoir pris les transports, après avoir géré des choses et d'autres, j'arrive à la maison, pompe up, tout va bien, on s'envoie en l'air et c'est l'éclate. Non, en fait. C'est ça. Et c'est cette dimension-là, la dimension sociale de la santé sexuelle que moi, j'ai voulu aborder à travers mon essai et que je vais poursuivre l'année prochaine via mon mémoire, c'est de se dire, elle est où ? Et comment on la gère ? Pourquoi la santé sexuelle est-elle par essence un des fondamentaux des droits humains et en même temps au cœur de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, voire même peut-être au cœur du réacteur en fait de nos vies et d'une tentative de trouver un meilleur équilibre entre nos vies intimes, familiales, personnelles, sociétales, professionnelles, enfin les Shiva Shikta Shakti. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça revient à cette idée que je déteste, qui est l'équilibre vie pro, vie perso. Déjà, j'ai horreur qu'on mette les personnes et les gens dans des cases. Moi, j'ai quitté le circuit classique de la vie professionnelle il y a déjà 3-4 ans. Et la santé sexuelle, finalement, c'est notre santé globale. La santé sexuelle fait partie, selon l'OMS, de la santé au sens large du terme. Et donc, vouloir mettre les choses dans des cases et par essence nos vies, ça n'a absolument aucun sens. Comme je te disais, pour moi, l'équilibre vie pro-vie perso, ça n'existe pas. Je ne peux pas me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, si je me fais harceler au travail. Ou même sans parler d'harcèlement, si j'ai un collègue, un manager ou une manageuse qui m'a fait des réflexions qui sont déplacées. C'est pas possible. Comment avoir un projet érotique abouti lorsque, je parle d'Île-de-France, on a 45 minutes de trajet aller, soit 1h30 par jour, aller-retour, lorsqu'on a la pression sociale, pour les femmes, la charge mentale, et le soir, il faut qu'on s'occupe de la marmaille, mais qu'en même temps, on soit avec notre petit plus bel accoutrement sexuel, prêt à s'envoyer en l'air comme jamais. À quel moment ? C'est pas possible. Et ça m'énerve quand on parle... Ça m'énerve, j'ai les poils qui s'hérissent. Quand on parle de ça, quand on a l'impression que c'est possible de faire la part des choses, on ne peut pas. Et comme tu l'as dit, la santé sexuelle, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de nos vies. Parce que si on n'est pas bien dans notre corps, dans notre tête, dans notre bassin, on ne sera pas épanoui et donc on n'aura pas la meilleure version de nous-mêmes. Donc en fait, on est déjà passé du cerveau central et au niveau des viscères et on va peut-être arriver enfin à la zone juste en dessous pour reprendre tout depuis le début. C'est ça que je comprends. Alors, comment tu perçois la sexualité aujourd'hui dans ce contexte ? Oula, vaste question, j'ai 3 heures. Aujourd'hui, la sexualité, je trouve ça bien parce qu'on en parle. D'ailleurs, parallèle ou non, on est dans la 4e vague féministe. Et donc, dans la 3e vague, on en parlait. Dans la 4e, on en reparle. Par contre,
comme dans chaque mouvement, comme dans chaque vague, il y a des extrêmes. Et soit on en parle trop et mal, soit on n'en parle pas assez. Donc je suis contente parce que ce sujet de la sexualité revient, mais attention à vouloir mettre les gens dans des cases. Attention à vouloir faire de sa vision du monde, de sa vision de la sexualité, une vision universelle. Chose qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font. Peut-être moi aussi de temps en temps. Mais voilà, la sexualité aujourd'hui, c'est... voilà, en même temps, je suis très heureuse parce que on en parle de plus en plus, mais en même temps, j'ai un peu peur. Parce qu'il y a des choses qui sont dites et on s'approprie des concepts, etc. Donc, c'est un peu mitigé, quoi. Mettre de la poésie dans nos relations sexuelles, ça t'évoque quoi ? Oh. Je reviens de vacances, mais j'ai déjà envie de repartir au week-end. Mettre de la poésie dans nos relations sexuelles. Alors, j'ai lu un livre hyper intéressant récemment qui parle de slow sex. Je sais pas si tu connais. Et ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que, et finalement c'est peut-être un parallèle, c'est-à-dire tout comme on est toujours dans cette quête de mieux, de plus, d'aller plus vite dans nos vies, aujourd'hui, la sexualité, on est finalement toujours en quête de l'orgasme. On le cherche et en fait, peu importe les orientations sexuelles, mais plus chez les hétéros, on va vraiment être à la quête de « il faut que je la fasse jouir, il faut que je le fasse jouir ». Et on s'intéresse plus à la destination finalement qu'au voyage. Alors que s'adonner à l'autre, ça reste un moment extrêmement poétique. Les Perses écrivaient là-dessus. Et de tout temps, toutes les civilisations, l'Empire chinois, toutes les civilisations ont écrit sur la sexualité. Et la considérer comme un sport et lui mettre des objectifs de rentabilité comme dans une entreprise, moi j'ai la sensation qu'on en est là aujourd'hui. Je discutais avec un ami récemment qui me disait « Oh là là, ma copine, elle est stressée parce qu'on n'a pas... quand j'ai envie, elle a moins envie, etc. » Et je lui disais « Mais c'est normal, on ne fonctionne pas pareil. Nous, les femmes, notre sexualité, elle est essentiellement cérébrale. Donc on a besoin de temps que le désir vienne. Les hommes, la sexualité, elle se situe dans leur pénis. Donc c'est un peu plus rapide, la communication. Et donc remettre de la poésie, c'est reprendre le temps de faire l'amour, mais sans finalement parler de pénétration aussi. De se connecter à l'autre, de passer du temps ensemble, d'éteindre les téléphones, de pas se dire « bon, bah vite, on a 3 minutes parce qu'il y a les amis qui arrivent dans 5 minutes, quoi ». On peut se demander si on n'a pas éduqué les hommes à centrer leur sexualité dans leur pénis. Mais totalement, avec cet objectif de performance. Cette pression qui est mise sur eux. J'ai eu cette réflexion récemment. Quand tu réfléchis au mot « impuissant », mais c'est honteux. Je ne bande pas, donc du coup, je ne suis pas un mec puissant. Attends, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'un homme ne va définir sa puissance que parce qu'il est en érection ? Non mais comment on peut dire ça ? Comment des médecins peuvent dire ça ? Vous êtes impuissant, monsieur. Ah bah d'accord. Bon bah merci, il y a le pont à côté, je vais sauter, quoi. Non mais je veux dire, c'est définir une personne par une caractéristique physique, je trouve ça absolument honteux en fait. Parce que je ne peux pas bander, je ne suis pas un homme. Wow. Et tu vois, nous les femmes, on a cette pression, mais les hommes, ils l'ont tout autant. La virilité passe par le phallique. Bah non, en fait. Qu'est-ce qui a changé quand tu es passée de chasseuse de tête salariée à te lancer dans l'entrepreneuriat, à la fois au niveau du boulot, des réactions de la société et ton mari, ton coéquipier de vie? Comment Alors, je suis passée du tout au tout. Donc, j'étais chasseuse de tête en finance à Londres à la suite d'une école de commerce. Donc, tu vois, là, les clichés, on les a. Et quand je suis devenue entrepreneur à la suite... parce qu'en fait, effectivement, j'ai passé 3 ans à Londres. J'ai monté mon réseau pour femmes. Et lorsque je suis rentrée, j'en avais marre qu'on dise que les femmes manquent de confiance en elles, puisque problème complexe, cause complexe. Si l'égalité homme-femme, ça se réglait dans un claquement de doigts, on n'aurait pas besoin d'une loi tous les ans pour accompagner ça. Et donc, quand je suis rentrée à Londres et j'ai changé de statut et je me suis littéralement investie dans cette cause qui est l'égalité homme-femme, on parlait de puissance tout à l'heure, avec la méditation, et c'est vraiment cette puissance-là. Cette puissance de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai les moyens de changer les choses. Après, est-ce que mes interlocuteurs seront réceptifs, c'en est une autre. Mais ce qui était important, effectivement, c'est, j'ai de la chance, c'est que mon mari provient d'une famille d'entrepreneurs aussi.
Et comme tu le sais, l'entrepreneuriat, la vie pro, vie perso, c'est un joli gloubi-boulga, quoi, comme on dit. Et donc, en fait, il m'a vraiment soutenue et quitte au sacrifice que j'ai fait sur notre vie intime, puisqu'il y a des fois où le samedi soir, j'étais sur des PowerPoint, ou le dimanche, je refusais d'aller à des dîners, à des brunchs, enfin, à rencontrer des gens, parce que j'étais dédiée à cette mission de vie. Parce que c'est véritablement une mission de vie. Tu as finalisé un essai très consistant sur l'impact sur les couples hétéros quand la femme gagne plus que l'homme. Et tu t'apprêtes à aller plus loin en menant une recherche sur la corrélation, évolution professionnelle, reconnaissance financière et pratiques sexuelles. Ambitieux, nécessaire, peut-être le fameux point pivot d'un changement de société, on est tout oui. Moi aussi, je suis toute oui. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent témoigner, qu'elles me contactent sans aucun problème, totalement. En fait, c'est parti d'une mission que je faisais pour une grosse entreprise française dans l'industrie. Et dans mes missions en égalité homme-femme, je suis amenée à leur poser des questions, des entretiens qualitatifs. Et là, je sais plus comment, j'ai cette personne-là qui me dit « Ah, mais moi, je pourrais pas si ma femme gagnait plus que moi. » Et d'habitude, j'essaye vraiment d'être ce qu'on appelle poker face, hein, donc de garder un visage fermé, professionnel et tout. Mais là, en fait, j'ai dit « Mais pardon, mais ça veut dire quoi? Je ne pourrais pas. » Oui, je pourrais pas quoi? Mais je pourrais pas quoi? Je pourrais pas rester avec elle, je pourrais pas rester vivant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas quoi? Accepter qu'elle gagne plus que moi. Et c'est là où, en fait, tous mes mondes se sont mélangés. Et je me suis dit, en fait, on a quand même 2000 ans d'histoire dans la tête judéo-chrétienne en France, ce que je ne connais pas pour les autres pays, où on a totalement accepté le fait que c'était normal que les hommes gagnent plus que les femmes et que ça n'avait absolument aucune conséquence sur le couple. Mais l'égalité homme-femme, grâce à toi, grâce à toutes ces femmes extraordinaires et ces hommes qui font bouger les choses avec leur cabinet, avec leur mission, pour sensibiliser les entreprises et les personnes, font que les choses changent, qu'on a de plus en plus de femmes qui sont dirigeantes, qu'on a de plus en plus de femmes qui sont managers et qui ont envie d'être managers. L'impact sur le couple ne peut pas être nul. On ne peut pas avoir 2000 ans d'archaïsme dans la tête, dans notre inconscient, et à la maison que ça se passe bien. Et donc, pour ce premier essai, j'ai mené une enquête sur 140 personnes, j'ai interrogé une quinzaine de couples. Ça n'a aucune valeur statistique ni scientifique. Mais pour autant, j'ai quand même 40% des personnes qui m'ont dit qu'elles ne se sentiraient pas bien si l'homme gagnait moins que la femme. Et que ça aurait un impact concret sur leur couple. Y compris chez les femmes? Y compris chez les femmes. Et parce qu'au début, je me suis dit, oh là là, c'est que les hommes qui ont répondu ça. J'ai voulu aller regarder. Non, en fait, non. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsque j'ai annoncé que j'avais publié cet essai, j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit, j'ai compris. Je fais comme ça, vous avez compris. Elle me fait, je sais pas, avec mon mec, depuis quelque temps, ça allait pas trop, je comprenais pas pourquoi, il me prenait le chou pour tout et rien. Et en fait, c'est depuis que j'ai été promue. Et c'est tellement viscéral, c'est tellement ancré en nous, que même lui ne s'est pas rendu compte, quoi. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai hâte, parce que là, je suis restée sur les qualités psychologiques, donc sur la confiance en soi, l'estime, les répercussions que ça avait, la frustration, la jalousie, etc. Mais là, en fait, j'ai envie d'aller plus loin en disant, il se passe quoi dans le couple, vraiment, au plus profond de l'intimité? Sans mauvais jeu de mots douteux, bien sûr. Alors, couple hétérosexuel, hein, je parle. Hein. Et pourquoi pas, d'ailleurs, les mauvais jeux de mots. Je voudrais t'entendre aussi sur le paradoxe qu'il y a, à la fois ton expérience donc, de chasseuse de tête, mais aussi d'entrepreneur qui accompagne les entreprises, entre toutes les avancées qu'on a pu observer sur les 15 dernières années en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes, des choses qui ont été mises en place par l'entreprise. Et en même temps, cette envie, enfin, et même, c'est plus qu'une envie, hein, on gomme totalement la différence entre les sexes et toute présence du désir. Sauf quand il s'agit de harcèlement et situations conflictuelles. C'est-à-dire que quand il y a un entretien d'embauche ou un cadrage de candidats, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne veut plus parler de ce qui nous distingue au plus profond de nous,
être un homme ou être une femme, ou être vivant ou mort. Enfin, moi, je rapproche beaucoup les deux. C'est une différence fondamentale. J'espère que ma question est la plus claire possible sur un sujet aussi vaste. Voilà, c'est en gros, quelle est la place pour le corps, quand c'est un corps d'homme ou un corps de femme, dans le cadre, dans le monde du travail? C'est hyper intéressant comme question. Je me l'étais jamais posée. Et en fait, j'ai l'impression que le corps, en fait, ça devient problématique que lorsque ça concerne les femmes. Tout le temps. Jamais de ma vie, alors elle est courte, ok, peut-être que tu pourras abonder dans ce sens-là, je n'ai entendu dans une entreprise des hommes se prendre des réflexions sur leur physique. Donc ce qui est hyper paradoxal, c'est que d'un côté, effectivement, on parle d'une généralité au lieu de parler d'individualité. Mais de l'autre côté, attention, elle a une jupe trop courte, attention, elle est enceinte. Oh, quoi ? Une femme, ça peut avoir un bébé. Enfin, tu vois, ce rapport au corps, j'ai l'impression que il est jamais positif en ce qui concerne les femmes, parce que soit on essaye de les effacer et on leur demande de se comporter comme des hommes lorsqu'elles sont à des postes de directrice ou à des postes importants dans la société, où on leur dit, voilà, cache tes émotions, dis pas que tu dois aller chercher tes gamins ou quoi que ce soit. Par contre, dès qu'il s'agit de les fragiliser, on va parler de la grossesse, on va parler d'un décolleté trop plongeant, on va parler du voile, on va parler d'une jupe trop courte, de talons trop hauts, ou au contraire des baskets. Enfin, effectivement, tu vois, c'est... Enfin, moi, ça m'énerve. Ça me fatigue. C'est-à-dire que le corps de la femme, ça ne va jamais. Donc, on va tenter de le lisser par des lois, mais par contre, qui vont, comme tu le dis, gommer les individualités. Et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie, du plus bas jusqu'au plus haut. Mais en même temps, on va les attaquer. Et on va ne les voir que par leur corps. Je sais pas si Si, c'est clair. On voit beaucoup le corps des femmes, mais qu'on enchasse ou qu'on encercle ou que sur certains sujets. Parce que à la fois, j'ai une expression affreuse dans la tête, c'est le fameux no job in job ou pas de ou la fameuse frontière. Mais elle est horrible cette expression. Pardon pour la délicatesse de ce podcast et des oreilles présentes en studio. Des oreilles chastes. Pardon pour toutes les oreilles chastes et poétiques, on est loin là. Mais voilà, je me dis à quel moment on reconnaît que ce corps est, que ce corps a des désirs, que ce corps a de la fatigue, tout en étant respectueux du cadre dans lequel on est. Cadre professionnel, école, familial même. C'est une question de recherche. Est-ce que tu penses que l'égalité pro permet des avancées dans le couple et dans l'espace personnel en général ? Alors, je rigole parce que j'ai envie de dire oui. Mais le problème, c'est qu'avec mon essai, j'ai l'impression que ça dépend des couples. L'égalité professionnelle, de toute façon, on est quand même dans un pays latin. Et donc, on a besoin de lois pour avancer. La France, on a des ancêtres très loin romains, on a besoin de lois, de codes. La preuve, je donne toujours ces exemples à mes clients, quand la ceinture n'était pas obligatoire, le nombre de morts sur la route est absolument indécent. Depuis qu'on a mis la ceinture, il y a moins de morts sur la route. Donc preuve en est que, même si les gens savaient qu'on pouvait mourir en voiture, il fallait quand même leur dire de mettre la ceinture. Bref, l'égalité homme-femme, c'est la même chose. Et c'était, alors je me souviens plus de son nom, mais c'était une femme qui avait dit ça à Davos. Elle avait dit, voilà, j'aime pas notamment les quotas et j'aime ce qu'ils font. L'égalité professionnelle oblige les entreprises à faire attention aux hommes et aux femmes qui la composent. Donc, c'est extrêmement positif. Je pense que les impacts sur la vie des femmes et la vie des hommes sont tout autant positifs. Par contre, ce que je déplore, c'est que c'est pas assez accompagné, tant sur le plan professionnel. En fait, on leur impose quelque chose. Et quand on impose quelque chose à quelqu'un, si on ne leur explique pas pourquoi, ça sera toujours une contrainte. Là, je sais je sais pas s'ils l'ont fait, mais ils voulaient mettre des quotas aussi dans les comités de direction. Je sais pas si. Oui.
Et en fait, vu qu'on est dans l'imposition, enfin, je sais pas si ça se dit l'imposition, enfin, vu qu'on est dans le fait de forcer quelqu'un, bah, de suite, finalement, ça revient finalement à la notion de consentement, en fait. Donc, l'égalité homme-femme, tu vois, ça a du positif, mais il faut que ça soit bien accompagné. Oui, et sur cet exemple, on entend beaucoup de réactions dans les entreprises du type « Ah, mais oui, mais comme c'est une femme qui devait avoir le poste... » En gros, je me suis fait griller par une femme. Et je l'ai entendu pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, en fait. Ah, mais j'ai pas envie que ce soit des femmes qui sont là parce que ce sont des femmes. Et le leadership au féminin, qu'est-ce qu'il peut avoir de vrillant, voire d'antisexe ? C'est une fumisterie, le leadership au féminin. Je suis désolée. Je vais avoir peut-être beaucoup de messages, où je vais me faire insulter, mais j'assume, c'est n'importe quoi. Le leadership au féminin, non mais, c'est un truc qui a été inventé par des Américains, c'est du marketing. Oh, mais le leadership au féminin, pour moi, ça revient à considérer qu'il y a le leadership masculin et le leadership féminin. Donc finalement, vouloir promouvoir des ateliers au nom d'un leadership féminin, en voulant œuvrer pour l'égalité homme-femme, finalement, on ne vient... En fait, l'effet escompté, c'est le contraire. Parce qu'en fait, on nourrit cette idée qu'il y a une façon de diriger en tant que femme et il y a une façon de diriger en tant qu'homme. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Enfin, on a tous du féminin et du masculin en nous. Moi, j'ai plus de masculin que de féminin. Et on me dit « Ah non, mais Margot, vous les femmes, vous êtes douces quand vous managez. » J'ai envie de dire « Mais tu m'as jamais eu au téléphone en colère, en fait. » La douceur, c'est de loin le dernier trait de caractère que j'ai lorsque je suis énervée. Donc non, pour moi, le leadership au féminin, c'est un non-sens, c'est un paradoxe. Le leadership, c'est quelque chose que l'on a en nous. Le leadership, c'est avant tout la capacité de rassembler et de fédérer autour de soi ou autour d'une cause. Je sais pas, moi, Simone Veil, est-ce qu'on aurait osé lui dire qu'elle avait du leadership au féminin ? Enfin, non. Est-ce qu'on irait voir un homme politique en lui disant vous avez du leadership au masculin ? Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut absolument rien dire. Et donc, je suis contre ce terme. Et il y a des fois, on me demande d'intervenir sur des programmes de leadership au féminin. Généralement, je demande de préciser. Ça veut dire quoi pour vous ? Je sais pas si tu as déjà rencontré ce cas, mais... Si, moi-même, ça m'agace assez. Ou alors, j'aimerais, à ce moment-là, qu'on dise... Il y a autant d'hommes que de femmes qui vont faire les programmes de leadership au féminin et au masculin. Enfin, j'aimerais qu'on équilibre la chose pour ne pas tomber dans le fléchage d'une qualité qu'on attribue à un sexe et pas à l'autre, ce qui fait exactement le contraire de ce qu'on aurait envie de faire. Mais c'est ça. Voilà. Moi, on m'a déjà dit, pour une femme entrepreneur, parce que tu vois, je suis jeune et je suis une femme, donc les doubles billets, c'est bon, ils sont là. On m'a dit, t'as quand même pas mal de caractère pour une femme. Quand même. Donc trop, à chaque fois. Oui, parce que si on dit quand même, c'est comme je voudrais pas dire mais. Ok, d'accord. je m'assois dans le fauteuil, j'écoute ta bêtise et je t'envoie une rouste monumentale pour te montrer que je suis quand même un peu forte pour une femme. Alors justement, quelles normes as-tu déjà challengées ou radicalement remises en cause dans ton parcours de vie pour te permettre d'être au guidon de ce que tu désires pour toi ? Oh, c'est beau. C'est beau, hein ? C'est joli. C'est pour toi. Le mot normal. Et c'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire, quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux t'attaquer à la question de l'égalité homme-femme, quand tu reprends tes études à 28 ans, quand tu t'intéresses à la question de la sexualité et de la santé sexuelle, il faut absolument remettre en cause le mot normal. Normal par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Et ce mot-là, quand j'en parle avec des amis, des personnes, elles me disent « Ah bah oui, c'est vrai ». Quand on va me dire... alors, à part des situations avérées, du style « Je suis moins bien payée que mes collaborateurs masculins », c'est pas normal, bien sûr. Mais je veux dire, en ce qui me concerne, le mot « normal » n'existe plus. J'ai quitté le monde de l'entreprise, j'ai totalement repensé ma perception de la sexualité. Ce qu'on me demande aussi, c'est quoi, qu'est-ce que ça t'a appris, la santé sexuelle ? Et en fait, ça m'a juste appris de, finalement, déconstruire ce que c'est la normalité. On s'en fout que tu t'envoies en l'air 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, tant que c'est fait en pleine conscience, avec un vrai consentement. Et donc, en fait, tous ces parcours de vie, professionnels et personnels, m'ont vraiment, en fait,
ouais, c'est ça, ont vraiment remis en cause ma perception de la normalité. Il n'y a rien de normal, en fait. Quel message tu souhaites absolument transmettre aux plus jeunes générations ? Alors là, je suis en train de penser à mes élèves. Si j'avais un message à leur transmettre, c'est: vous avez le droit à tout. Hommes et femmes. Vous avez le droit à toutes les sexualités. Vous avez le droit à tous les parcours de vie. Vous avez le droit à tous les rêves aussi, malgré un contexte anxiogène, que ce soit pour le climat, que ce soit pour le Covid. Ouais, vous avez le droit à tout. Il n'y a rien qui doit les freiner dans leur quête de vie, telle qu'elle soit. Ok, et comment tu les accompagnes ou tu les accompagnerais sur la question, sur les acculturer au consentement ? Parce que ça suppose vous avez droit à tout. Moi, il y a un côté que ça fait stresser parce que c'est genre nos limites, les libertés à tout crin pour tout le monde, la grande folie. Voilà, j'ai un petit côté réac qui dit d'accord. Et donc, comment est-ce qu'on s'entraîne progressivement, on s'éduque les uns auprès des autres, les uns avec les autres, à cette question du consentement, dont on entend beaucoup parler, Ouais. voilà, qui ouvre une énorme brèche de changement. Ah, j'adore. La question du consentement, j'adore. C'est vrai, en fait. Effectivement, quand tu dis vous avez le droit à tout, finalement, en fait, vous avez le droit à tout, oui, mais on peut tomber vite dans les extrêmes. Alors, moi, je disais plus sous le sens de vous avez le droit à tout au niveau de vos choix de vie. Après, effectivement, comment les éduquer sur la question du consentement ? Dans les cours que je donne sur l'histoire des femmes, j'ai essentiellement des étudiants qui ont entre 18 et 20 ans. En fait, je leur fais prendre de la hauteur sur ce qu'on nous dit et finalement, indirectement, leur questionner cette vision de la normalité. Je leur fais un cours sur Olympe de Gouges, qui était une philosophe de la Révolution française. Et en fait, leur demander d'aller toujours plus loin dans leur réflexion. Pourquoi et qui m'envoie le message ? Et c'est... Pardon, je suis désolée, je m'éparpille, je pars un peu loin. Mais en fait, en les éduquant, en leur faisant poser les bonnes questions, qui a envoyé ce message ? Tu vois, je pense typiquement à un tableau de Sprenger qui représente les sorcières avec un nez crochu, avec les doigts longs, qui sont quand même les caricatures de l'antisémitisme au Moyen-Âge aussi. Le fait de leur faire prendre de la hauteur et de s'éduquer eux-mêmes et de s'interroger qui m'envoie ce message et pourquoi, ça les aide aussi à faire des adultes qui sont beaucoup plus sensibilisés. Tu vois, je rigolais parce que ce matin, j'ai un étudiant que j'ai eu il y a 3 ans. Il m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Madame, vous nous aviez fait un cours sur Joséphine Baker, c'est trop bien, elle va être panthéonisée, etc. » Après, effectivement, c'est à eux de se questionner sur leurs mots, leur vision du monde, mais effectivement, bien sûr, comme tu le dis, toujours dans le respect du consentement de l'autre. La difficulté que tu as dû rencontrer en tant que chasseuse et même là en tant que conseil, quand dans le couple, l'un gagne plus que l'autre et une opportunité de mobilité géographique, est-ce que l'un et l'autre peuvent décider à égalité ou pas ? Je voudrais pas du tout dramatiser les personnes qui comptent partir en expatriation, mais mon Dieu, quand j'étais à Londres... Il faut savoir déjà que le taux de divorce chez les expatriés, c'est le taux le plus élevé de France. Plus que Paris, donc ça me rassure. Ou pas. Et que le schéma classique en expatriation, c'est... Ça me dépite, mais bon, tant pis. Voilà, madame rencontre monsieur sur les bancs d'une école prestigieuse, HEC, Polytechnique, ESSEC, etc. Ils ont une carrière hyper intense, hyper rythmée, hyper riche. Plafond de verre oblige. Monsieur reçoit une promotion beaucoup plus intéressante que madame. Ils partent en expatriation au hasard à Londres. Et lorsqu'ils arrivent à Londres, rien n'a été prévu pour la carrière de madame. Et en fait, elle se retrouve dans une posture qu'elle n'avait jamais envisagée de sa vie, qui est celle d'être femme au foyer et de devoir s'occuper de ses gamins, etc. Je fais un disclaimer, je ne dis pas qu'être femme au foyer, ce n'est pas bien. Au contraire, je pense que tant qu'un choix est consenti, on y revient, il n'y a aucun problème. Par contre, là, il y a un bris de consentement. Puisqu'à aucun moment, elle n'a été, entre guillemets, programmée pour abandonner sa carrière.
Et je me rendais compte de choses horribles, c'est-à-dire que déjà 90% des femmes qui sont à Londres, alors ça a peut-être baissé, parce que j'y étais en 2015, sont des femmes qui ont suivi leur conjoint. Et de manière générale, un couple sur 2 divorce. Puisque la femme ne travaillant plus, il n'y a plus cette admiration, parce que l'admiration, c'est quand même un des fondamentaux du couple, c'est la base. J'ai besoin d'admirer mon partenaire pour l'aimer. Et là, en fait, les femmes ne travaillant plus, elles sont frustrées. Les hommes ne les admirent plus. Et il y a une espèce de fossé qui se crée entre les deux. Lui ne comprenant pas pourquoi elle est frustrée, elle ne comprenant pas pourquoi il ne comprend pas. Et divorce, quoi. Donc, on y revient, tu vois, la question de la vie pro, vie perso, de la santé sexuelle au cœur de nos vies, mais c'est la base. Et qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé de l'histoire des femmes en travail et des femmes avec le travail? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité? La considération qu'on leur porte. Attends, reviens sur la crise sanitaire. La crise sanitaire. Qu'est-ce que pour toi, ça a changé ou davantage encore mis en valeur par rapport à l'histoire des femmes avec le travail et de l'équilibre, disons, on va dire, famille, travail, couple? En fait, la crise sanitaire a révélé les inégalités qu'il y avait dans les couples. Mais elle a révélé, et plus que révélé, elle l'a mis au devant du couple. C'est-à-dire que quand il y avait la vie pré-Covid, les femmes allaient les chercher, les papas venaient dans les couples hétérosexuels, venaient les récupérer. Mais là, en fait, avec le Covid, les femmes et les hommes étaient en télétravail et ce sont les femmes qui étaient chargées de faire l'école à la maison et en plus de ça, de devoir s'occuper des enfants et de s'occuper de l'intendance de la maison. Et donc, c'est finalement ces petits, entre guillemets, agréments qu'il y a entre les couples, ces espèces d'accords tacites dont eux-mêmes n'ont pas conscience, ils ont été mis sur le devant de la scène et ont révélé les différences fondamentales qu'il y avait entre les hommes et les femmes durant cette crise sanitaire. Sans ajouter que, bien évidemment, les femmes qui étaient les plus précaires, c'est celles qui ont été mises au devant de la crise sanitaire. Donc, c'est-à-dire, c'était les aides-soignantes, les infirmières, les caissières. Et je crois que c'était 85% de cette population qui était nécessaire, qu'on applaudissait tous les soirs. Je les cherche encore aujourd'hui, les applaudissements, était une population féminine. À chaque fois qu'il y a une crise, ce sont les femmes qui sont en première ligne. La Seconde Guerre mondiale l'a prouvé, et la Première Guerre mondiale aussi avec les munitionnettes, et encore aujourd'hui. Sauf que là, au-delà du côté professionnel, c'est que les hommes étaient les grands absents, en fait. J'ai entendu plein d'histoires de couples qui ont volé en éclats. Mais on ne dit pas pourquoi, en fait, ils ont volé en éclats. Je sais pas, je me suis rendu compte qu'ils foutaient rien, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour ne pas alimenter la guerre des sexes? Que ce soit, si tu peux aller sur le terrain de l'entreprise, si c'est plus confort pour toi, ou voir autre chose, ce serait quoi un premier petit pas qu'on pourrait tous changer en priorité quasiment, je sais pas, dès aujourd'hui? Ce serait quoi le truc par lequel il faut commencer? La question à se poser, j'en sais rien, au sein du couple, intimement. Je tâtonne avec toi, hein. Non, Il faudrait commencer par quoi pour qu'on voit bien, c'est hyper intéressant le tableau symptomatique en fait de Diag et puis en plus éclairé par l'histoire, donc il y a déjà des super pistes. Par quoi on commence pour que ça parte pas en vrille entre les sexes? Eh ben, on va partir du couple et on va se poser avec son partenaire et on va s'interroger tous les deux sur notre perception de la réussite. C'est quoi réussir pour toi? C'est quoi réussir pour moi? Ok. Et comment, en tant que partenaire, je peux t'aider à aller dans cette voie-là? C'est hyper important. Dans ma future pratique de sexothérapeute, je compte inclure des préparations au mariage qui, bien sûr, vont poser la question du professionnel et qui seront même centrales. Cette discussion de comment tu veux réussir, c'est quoi ta perception? Parler d'argent, du coup. C'est quoi ton rapport à l'argent? C'est quoi pour toi bien gagner sa vie? C'est quoi pour toi réussir sa vie? C'est des questions qui sont fondamentales et qui, si on part du couple, je pense, vont permettre à chacune et à chacun de s'adapter. Moi, tu vois, je suis entrepreneur et quand on s'est posé la question avec mon mari sur ma vision de la réussite, parce que lui aussi est entrepreneur, on a juste mis une limite. Pas de boulot le samedi soir. Mais
Tu vois, là, ça a été la rentrée. Je suis rentrée chez moi à 20h ou 21h tous les soirs et il n'y a aucun problème avec ça. Et je me sens hyper sereine de rentrer à la maison et de me dire, OK, il le sait, il n'y a aucun problème. Il sait que moi, je me donne à fond dans ma vie professionnelle parce que c'est ce pourquoi j'ai envie de me battre et c'est hyper important pour moi, que de rentrer, d'envoyer 15 textos, je pars dans 15 minutes, je suis désolée, etc., etc. Juste, c'est une simple question. C'est quoi pour toi réussir ? Et comme ça, l'autre, il va s'adapter en fonction d'eux. OK, toi, ta réussite, c'est ta vie familiale. Très bien, bon, bah écoute, on va faire en sorte que tu puisses te consacrer à ta vie familiale. Ou toi, ta réussite, c'est ta carrière. Eh bien, très bien, on va faire en sorte que, ce que je suis en train de me dire, mais si les deux ont pour vision de la réussite leur carrière professionnelle, bah ça marche aussi. Et comme ça, en fait, ça désamorce tout. Comme ça, si j'envoie un texto, désolé, ce soir, je rentre pas, j'ai un after work avec des collègues, avec des futurs clients, l'autre ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Oui, le contrat est posé. Voilà. Hyper intéressant. Donc ouais, s'interroger sur la réussite. Je suis partie loin. Non, on est bien là. Qu'est-ce que tu apprends de toi grâce à la psychothérapie et à la bioénergie ? Et comment tu reprends contact avec la vie et la créativité au-dedans de toi ? Pour introduire tout ça, la première chose que j'ai faite quand je suis devenue entrepreneur, c'est de prendre rendez-vous chez mon psychothérapeute, qui s'appelle Jean-Michel Jamet, qui est absolument incroyable. Ça a été de prendre ce rendez-vous chez un psychothérapeute, puisque je savais que la seule source, entre guillemets, à préserver, c'était moi. L'argent, c'est un moyen, ça va, ça vient, il y en a moins, il y en a plus, peu importe. Mais si par contre, moi, je frôlais le burn-out, sans moi, il n'y a plus d'entreprise. Et donc, quand j'ai entrepris ce travail de psychothérapie en février, c'est simple, c'est le jour où on avait déposé les statuts de Heroes, donc le 15 février 2019, donc ça va faire 3 ans. J'ai travaillé sur beaucoup de choses et à un moment donné, s'est posé la question de pourquoi l'égalité homme-femme ? Pourquoi ? Alors oui, j'ai eu un traitement différencié sur le plan salarial, mais toutes les femmes ne montent pas un cabinet et ne deviennent pas entrepreneurs parce qu'elles sont victimes d'un traitement différencié. Et en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que j'étais pas connectée à mon bassin. Et qu'en fait, cette envie d'être gynécologue, cette envie de guérir les femmes, d'aller plus loin, encore plus loin, c'est suite à un traumatisme que j'ai vécu in utero, dans le ventre de ma mère. Et donc, forcément, in utero, je crois que c'était au 8e mois de grossesse, un enfant ressent tout, ressent les émotions de sa mère, donc traumatisme qu'elle a vécu et traumatisme que j'ai vécu. Et en fait, de là, cette envie de guérir les femmes et, par extension, l'utérus de ma mère, en fait, ne m'a jamais quittée. Et le fait de savoir, de comprendre pourquoi je suis à 200 à l'heure tout le temps, parce que je me dis, à un moment donné, je vais me brûler, quoi. Mais en fait, le fait d'avoir fait ce travail sur pourquoi c'est si important pour moi, pourquoi je suis prête à me battre, à passer des soirées, sauf le samedi, entières sur ces questions-là, c'est grâce à mon psychothérapeute et à la thérapie qu'on a fait. Et la bioénergie m'a fait me reconnecter avec mon bassin qui était une zone morte, littéralement. C'est-à-dire que je fais de la danse et je ne ressentais pas mon bassin. Voilà pourquoi les femmes, ou plutôt ma mère. Ouais, pensez pour nos mamans. Voilà. Et si Coquelicot permet une passerelle entre le féminin et le masculin, ça suggère quoi chez toi ? De vivre en harmonie avec ces deux côtés, en fait. Durant la méditation incroyable qui a été faite par Babette, elle a mis en exergue ce côté masculin et féminin. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, moi, c'était en lutte constante. Avec les injonctions de la société qui me forcent à être une femme, et puis moi, cette envie de vivre, de battre. Et je me disais, je suis pas normale. Et en fait, Coquelicot permet cette réunion. Pour te donner une idée, durant la méditation, en fait, j'ai vu un soleil, quoi. Ça a été, on a besoin des deux. C'est Jung qui parle de l'animus et de l'anima. On a besoin des deux. On parle du yin et du yang. On ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Et Coquelicot permet ça, permet cette réunion et permet cette expression de soi dans ce que l'on est vraiment. Et pas dans ce que la société nous projette. Je continue de te poser une question personnelle. Quand on a eu notre entretien
préliminaire. Plus on avançait dans notre échange, et plus j'avais une question un peu comme ça, et qui revenait dans ma tête, et où je me disais « Oh là là, mais Caroline, t'es dans tes stéréotypes. Pourquoi tu penses à cette question ? Est-ce que tu dois lui poser cette question ou ne pas la lui poser ?» En fait, en t'écoutant, je me dis « C'est absolument génial, son objet de recherche sur le monde du travail et la santé sexuelle. » Mais il y a un truc dont elle ne me parle pas. J'avais été aussi énormément touchée que dès le début de notre échange, tu me parles d'une expérience assez intime. Et donc, cette fameuse question concernait et la parentalité dans tout ça. Et je me trouvais donc empêtrée dans mon stéréotype en me disant, est-ce que si c'était un mec, je penserais à « Mais Margot, as-tu des enfants ? Ou pas des enfants ?» Et donc, je reviens avec cette question. Voilà, où est la parentalité dans ton propos et dans ta vie personnelle ? Qu'est-ce que ça te fait bousculer en matière de ta position par rapport aux attentes de la société ou même de ta famille ? Je ne sais pas. C'est à toi. On était dans le bassin utérin. On y reste. Et ben finalement, en fait, c'est une excellente transition. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, j'étais persuadée que j'étais stérile. J'étais persuadée que je n'aurais jamais d'enfant. J'étais persuadée que c'était pas fait pour moi. Et encore aujourd'hui, du coup, il va y avoir la réponse dans la question. J'ai du mal à me projeter avec un enfant. Donc, je n'ai pas d'enfant à ce jour. Ce n'est pas prévu. Et finalement, poser la question de la parentalité, ça revient également à poser la question de la non-parentalité. Et à quel point la psychothérapie, c'est important. Et quand j'en ai discuté avec mon psy, il m'avait dit que si jamais j'avais pas fait ce travail sur le bassin pour comprendre ce traumatisme de cette zone qui, pour moi, est une zone morte, ça se trouve, le jour venu, j'aurais eu des difficultés à avoir des enfants. Et aujourd'hui, la parentalité, parce que ma vision de la réussite, c'est ma carrière, et je veux pas tomber dans le cliché de la nana entrepreneur, mais en fait, moi, quand je suis face à un enfant, j'angoisse. C'est-à-dire, j'ai 2 neveux, je les tiens comme ça, là, de très loin, je les regarde, je me dis, mon Dieu, ça pleure, je fais quoi ? Et en fait, pour moi, je vois aujourd'hui que des contraintes. Parce qu'il y a un rapport au corps aussi qui se questionne. Je vois le fait que je vais prendre 15 kilos, que je vais devoir les perdre. Moi qui suis quelqu'un d'hyper organisé, je me dis, mais mon Dieu, mais il n'y a pas de place pour la non-organisation là-dedans. Enfin, c'est horrible parce que je me rends compte en te parlant que je suis bordée de clichés, quoi. Et que je suis vraiment ce stéréotype de la nana entrepreneur qui ne veut pas d'enfant. C'est ce que tu ressens, toi. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, la question... Et puis en plus, tu sais, vu que je suis mariée, c'est... Bon alors Et là, bah non, en fait, parce que y a le couple et la construction d'un foyer. Ça n'a absolument rien à voir. La preuve, il y a des mamans qui sont des mamans solo et qui élèvent très bien leurs enfants. Donc, vous voyez, il n'y a pas de lien entre couple et vie professionnelle et vie familiale. Et tu vois, le fait que vie professionnelle ressorte, ça montre que vraiment, ma carrière, c'est aujourd'hui... Tu en as des bébés, en fait. Ouais, bah ouais. Tu en as et tu es pleinement investi auprès de ces bébés, au développement de ces bébés. Alors, c'est quoi un homme qui se réalise en 2021 ? Un homme qui se réalise en 2021, c'est un homme qui a compris la notion de consentement. Que ce soit pour son compagnon ou sa compagne, que ce soit pour lui-même, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit lorsqu'il est avec des personnes en groupe. C'est ça un homme qui se réalise, qui a compris tout l'enjeu que se cache derrière le mot consentement. Avant de se dire à bientôt, Margot, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Le matin. En quoi ton coquelicot est-il une force ? Parce qu'il me donne, il me retire la peur. C'est quoi ces super pouvoirs ? C'est les super pouvoirs du coquelicot. C'est
c'est de réfléchir après l'action. C'est très masculin. C'est de réfléchir après avoir agi. Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de partage? Bassin. Consentement. Alignement. Je sais pas si on l'a dit, mais il a été sous-entendu. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? La gratitude. La gratitude d'être ici. La gratitude d'avoir trouvé comment faire de ce traumatisme un moteur dans la vie. Et surtout que ça a un impact sur les autres. Coquelicot, à présent ancré en toi et relié aux autres coquelicots, avec quoi tu repars? Beaucoup d'énergie. C'est marrant, hein. On a fait une méditation avant de partir, avant de commencer, et j'étais très basse. Et là, en fait, j'ai envie de tout bousculer. J'ai envie d'aller tout frapper, tout casser, les stéréotypes bien sûr, la violence c'est pas bien, et de tout bousculer, de sensibiliser les femmes à quel point, leur carrière, leur vie personnelle, il faut qu'elles les alignent, qu'elles aient pas peur de ces questions de salaire et qu'on parle d'argent, quoi, qu'on en parle. Merci Margot. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.